RFI et France 24 présentent Mardi politique. Merci de nous rejoindre dans Mardi Politique sur France 24 et RFI. Avec Frédéric Rivière, nous accueillons notre deuxième invité qui est Yann Brossa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste du Parti communiste pour les élections européennes et puis vous êtes adjoint à la mairie de Paris. Donc François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, enfin l'ancien président de l'Assemblée nationale, est le nouveau ministre de l'écologie. C'est bien ? D'abord, je lui souhaite évidemment bon courage. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un casting dégradé. Remplacer Nicolas Hulot par François de Rugy, c'est quand même le symbole d'un casting qui est dégradé par rapport au casting précédent. Et puis surtout, quand j'entends ce que disait François de Rugy il y a encore quelques temps sur Emmanuel Macron et l'écologie, j'ai surtout le sentiment... Vous voulez le réécouter ? Il était sur ce plateau, on va l'écouter. Écoutez, on va réécouter François de Rugy, qui était l'invité de Frédéric et moi d'ailleurs, dans cette émission. Mardi Politique, vous proposez de l'écouter, si c'est possible. Premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre. Alors cette petite phrase joue contre Macron parce qu'il a l'air de dire que l'écologie, c'est pas son souci. Et ça joue aussi contre lui, contre Rugy, qui passe pour un opportuniste. François de Rugy est d'une certaine manière aujourd'hui le ministre des retournements de veste. Et personne ne peut penser autre chose. Il a cédé à une ambition personnelle. Et puis par ailleurs, on voit bien comment toute cette affaire arrange un certain nombre de choses pour La République En Marche. C'est un moyen de permettre à Richard Ferrand de devenir président de l'Assemblée nationale. Et on se dit quand même que le nouveau monde ressemble furieusement à l'ancien. Casting dégradé, vous avez dit, parce qu'on ne peut pas vraiment comparer, dites-vous, Nicolas Hulot à François de Rugy. Le propos est quand même assez peu aimable. De quoi parlez-vous quand vous dites casting dégradé ? C'est en termes d'image ou en termes de compétences également ? Nicolas Hulot, qu'on le veuille ou non, était un combattant de l'écologie. Et il incarnait, aux yeux des Français, ce combat de manière extrêmement puissante. C'était d'ailleurs une belle prise de la part d'Emmanuel Macron, d'autant que Nicolas Hulot n'avait pas accepté d'être ministre jusqu'alors. Et donc, de fait, on peut... le mais là, vous aujourd'hui comme un producteur de cinéma, c'est-à-dire il faut une belle tête d'affiche. Non, mais François de Rugy, de fait, n'a pas le même poids dans l'opinion publique. Et c'est aussi un signal qui est envoyé. C'est le signal qu'au fond, le gouvernement ne fait pas grand cas de cette question de l'écologie. Et donc, je pense que c'est dommageable. Mais un politique habitué donc, au rouage de cet univers, qui aura sans doute le soutien au moins d'une très grande partie du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui a, dit-on, l'oreille et la confiance du président de la République, pourra peut-être faire sauter des verrous que Nicolas Hulot, lui, ne pouvait pas faire sauter. Je n'y crois pas une seule seconde. Et je pense qu'il y a une difficulté qui est une difficulté de fond. C'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est acquis à des politiques libérales, des politiques qui visent à augmenter le profit des entreprises sur le court terme. Et tout cela n'est pas compatible avec une ambition écologiste. D'ailleurs, Nicolas Hulot l'a bien compris et sa démission est bien le signe qu'on ne peut pas à la fois courir après la loi de l'argent et mener une politique écologiste. Mais est-ce que ça, c'est pas une idéologie de considérer que le capitalisme est l'ennemi de l'écologie ? Est-ce que c'est pas un vieux discours, un vieux disque rayé ? Ce qui est certain, c'est que la loi de l'argent, la loi du fric, elle consiste à tirer le profit le plus important dans les délais les plus brefs. Tout cela n'est pas compatible avec mais la loi du fric, c'est aussi faire des progrès technologiques pour... Bien sûr. Mais moi, je ne suis absolument pas hostile au progrès. Simplement, ce que dit Nicolas Hulot est, de mon point de vue, extrêmement clair. Et il a raison de le dire. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est un gouvernement libéral, qui souhaite promouvoir la loi du fric partout. Et on ne peut pas à la fois défendre la loi du fric et défendre l'intérêt ni des hommes ni de la planète. Est-ce que vous avez peur qu'avec François de Rugy, dans le fond, Emmanuel Macron ait trouvé son en même temps l'écologie et en même temps l'économie ? Non, je pense que aujourd'hui, Emmanuel Macron apparaît de manière de plus en plus claire pour ce qu'il est depuis le départ, un homme de droite. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement unijambiste qui est complètement
acquis à la cause libérale. Nous le voyons sur les questions sociales. Enfin, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gouvernement qui assumait à ce point d'appauvrir les Français. Lorsqu'Édouard Philippe donne une interview il y a encore quelques jours dans le journal du dimanche, un peu plus d'une semaine, et dit « Nous allons geler les prestations sociales, les allocations familiales, les APL, les retraites. » Enfin, c'est quand même invraisemblable. Donc, on n'a pas de en même temps. On a aujourd'hui un gouvernement de droite qui mène une politique antisociale extrêmement violente. Comment vous expliquez, Yann Brossa, que la transition écologique rencontre autant d'obstacles, autant de difficultés, alors qu'une très grande majorité de Français adhèrent à l'idée qu'il faille en effet opérer cette mutation de la société? Et parce qu'il y a un poids des lobbies qui est absolument énorme. Mais vous êtes sûr que c'est que ça? Que ça n'est pas, d'une part, une écologie qui a longtemps été un peu punitive, un peu rébarbative, et d'autre part, tout ce qui n'est pas l'écologie dans le programme des partis écologistes? Non, mais d'abord, je crois que l'écologie ne doit pas être la propriété d'un parti politique et que tous les partis politiques doivent s'emparer de ces problématiques-là, vu l'urgence qu'il y a aujourd'hui en la matière. Mais bien sûr qu'il y a des lobbies extrêmement puissants. Quand vous voyez à quel point, à Paris, lorsque la maire de Paris a décidé, par exemple, de piétonniser les voies sur berge, regardez les réactions que nous avons eues, regardez la mobilisation d'un certain nombre de corps constitués qui ont dépensé des millions d'euros pour réaliser des recours devant la justice et pour essayer d'obtenir le retour de la voiture. Le lobby du diesel a été derrière cette mobilisation-là, y compris financièrement. Donc bien sûr que des lobbies financiers est aujourd'hui prépondérant. Mais Yann Brossa, à Paris, par exemple, puisque vous prenez l'exemple, je crois que la pollution ne s'est pas arrangée. Ce n'est pas vrai. On a même dit que le fait d'avoir surélevé, d'avoir fermé les voies sur berge avait concentré la pollution au-dessus. Il y a eu globalement sur Paris une diminution du nombre de voitures sur les voies et une diminution de la pollution. Il y a eu dans un certain nombre d'endroits, effectivement, une augmentation de la pollution. Mais sur le moyen terme, je suis convaincu que ces mesures porteront leurs fruits. Mais au fond, posons-nous une question simple. Non, pardonnez-moi. Là où je voudrais aller jusqu'au bout de la démonstration, c'est-à-dire que ce que disait Frédéric tout à l'heure sur le côté punitif, effectivement, de l'écologie, c'est pour ça que souvent, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez mis en place les autolibes, ça n'a pas marché, ça s'est cassé la figure. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour que les gens roulent plus à vélo, pour qu'ils prennent les transports en commun? Qu'est-ce qui a été développé pour que les Parisiens polluent moins et prennent moins leur voiture? D'abord, je vous demande parce que... D'abord, soyons extrêmement clairs. Aucune ville en France ne bénéficie d'un réseau de transport en commun aussi performant que Paris. On pourrait toujours dire qu'il faut améliorer la situation dans le métro et dans le RER. C'est le problème de Mme Pécresse qui est en charge de ce sujet. Mais enfin, quand même, on a un réseau de transport en commun qui est unique au monde. Aucune ville ne peut se prévaloir d'un tel réseau. Donc quand on voit que l'écrasante majorité des Parisiens aujourd'hui n'ont plus de voiture, c'est qu'il y a une raison. C'est tout simplement parce qu'on a la possibilité de se déplacer grâce au transport en commun. La mairie de Paris a dégoûté les automobilistes. Non, parce que beaucoup de Parisiens ont pris conscience de cette urgence écologiste. D'ailleurs, la maire de Paris, quand elle a été élue sur un programme. Et dans ce programme, il y avait la piétonisation des voies sur berge. Donc on ne peut pas reprocher à la ville de Paris d'appliquer le programme pour lequel elle a été élue. Non, elle a annoncé la couleur. Reproche pas ça. On peut vous reprocher de ne pas avoir trouvé de solution secondaire Il y a évidemment des solutions alternatives. D'abord, je vous le dis, les transports en commun. Deuxièmement, la situation de Vélib est en train de s'améliorer et elle va s'améliorer très fortement dans les semaines qui viennent. Et donc, il y a bien sûr des solutions alternatives. Mais Autolib, par exemple, c'est un vrai coup dur pour des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, je ne sais pas exactement. En tout cas, pour des dizaines de milliers d'usagers qui en avaient fait leur moyen de transport quotidien. Ils avaient une voiture non polluantes et d'un seul coup, ils sont piétons. Et quand vous avez 10 km ou 15 km à faire pour aller sur votre lieu de travail, c'est pas forcément évident de le faire à pied ou en trottinette. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que dans la situation dans laquelle nous étions, il fallait payer un chèque de dizaines de millions d'euros à Bolloré? Je n'en suis pas convaincu. Maintenant, la question qui nous est posée, effectivement, c'est de trouver des solutions alternatives rapidement avec des véhicules électrique, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mais c'est un raté, il y a un raté de ce côté-là. Il y a eu évidemment un raté, mais qui sera très vite corrigé, puisque
nous allons voir se déployer dans les mois qui viennent des solutions alternatives, notamment Renault s'est engagé sur cette voie et je suis convaincu qu'on en verra les effets dans les jours qui viennent. La saleté de Paris a été pointée aussi, d'ailleurs par Jack Lang, qui est comparé avec une ville asiatique. Voilà, est-ce qu'il y a des progrès qui vont être faits en la matière ? Il y a des progrès, bien sûr, mais regardons les choses très clairement. Si les rues sont sales, c'est qu'il y a des gens qui salissent. Et il faut aussi être capable de responsabiliser ceux qui salissent de manière tout à fait indue à un certain nombre de rues de Paris. C'est la raison pour laquelle j'ai, comme élu en charge du logement, pris un certain nombre de décisions. Nous avons par exemple mis en place un système de PV dans nos immeubles de logements sociaux. Il n'est pas normal qu'un certain nombre de locataires jettent par exemple des déchets par les fenêtres. Et donc il y a désormais des agents qui sont assermentés. Il y a désormais des agents qui sont assermentés et qui ont la possibilité de faire des PV dans ces cas-là. Oui, et je peux vous dire, au bon moment, quoi. Je peux vous dire qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont été dressés. Et ceux qui ont reçu leur PV ne recommenceront pas dans les mois qui viennent. Un petit mot, puisqu'en fait, je crois qu'on est toujours dans l'attente de la réponse du gouvernement. Peut-être le Premier ministre le dira-t-il tout à l'heure à la télévision. Mais sur la question du prélèvement à la source, on sent qu'il y a de l'hésitation à mettre la réforme en place. Quelle est votre position ? Vous y êtes favorable à cette mesure ? Moi, je n'y suis pas favorable, parce que cette réforme pose un certain nombre de problèmes, et notamment un problème de confidentialité. J'estime qu'il n'est pas du rôle des chefs d'entreprise de connaître les revenus du ménage, parce qu'on peut très bien se retrouver dans une situation où le chef d'entreprise sait par exemple que la femme de tel ou tel salarié est bien payée, et le jour où ce salarié demandera une augmentation de salaire, il lui dira après tout, ta femme est correctement payée, on n'a pas besoin de t'augmenter. Donc je ne suis pas favorable à cette réforme. Et par ailleurs, ce qui me frappe quand même, c'est que cette réforme est complètement à côté de la plaque par rapport aux préoccupations des Français. La préoccupation des Français en ce moment, et notamment des classes moyennes, c'est la question du pouvoir d'achat. Ce n'est pas la question des moyens par lesquels on prélève l'impôt, c'est la question de la somme qu'on a dans les comptes en banque. Et l'ensemble des décisions prises par le gouvernement depuis quelques mois sont des décisions qui appauvrissent les Français. D'ailleurs, le pouvoir d'achat des Français a régressé au premier trimestre 2018. On va en parler du pouvoir d'achat, mais pour revenir sur cette réforme des impôts, pour la préparer, ça a coûté 200 millions d'euros, si je ne m'abuse, pour préparer cette réforme. Si elle est abandonnée, c'est 200 millions qu'on aura pris dans la poche des Français. Vous avez raison, mais le parti que je représente, le Parti communiste en l'occurrence, n'a jamais été favorable à la mise en place de cette réforme. Et puisque vous évoquez les 200 millions qui ont été consacrés à la mise en place du prélèvement à la source, je ne peux pas m'empêcher de penser une chose quand même, c'est qu'on aurait mieux fait d'investir cet argent pour lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, qui coûte chaque année 80 milliards d'euros à l'État. 80 milliards d'euros qui partent en fumée parce qu'un certain nombre d'entreprises ou de particuliers se livrent à de la fraude fiscale. Si cet argent, si ces 200 millions d'euros avaient été consacrés à un renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale, ça aurait été un argent mieux utilisé. L'évasion fiscale, oui, personne n'arrive un serpent de mer, à en venir à bout. Non, mais quand même, 80 milliards d'euros pour la France, 1000 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. C'est concrètement... D'abord, on arrête de dépecer les services des impôts. Parce qu'au cours des 10 dernières années, il y a quand même eu 30 000 suppressions d'impôts, 30 000 suppressions d'emplois au service des impôts. Donc, permettons une lutte efficace contre l'évasion fiscale. Travaillons aussi à une harmonisation fiscale à l'échelle de l'Europe. Quand on voit à quel point l'Europe est aujourd'hui une passoire fiscale avec des taux d'imposition extrêmement variables, on se dit qu'on a besoin d'améliorer les choses. Vous savez, je lutte beaucoup à Paris sur une entreprise que certains connaissent, Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb en France paye 100 000 euros d'impôts. 100 000 euros d'impôts. C'est autant qu'un hôtel 3 étoiles à Périgueux. Est-ce que c'est normal quand on sait quel est le chiffre d'affaires de cette entreprise qui s'est débrouillée pour localiser ses activités fiscalement en Irlande, qui est évidemment un État dans lequel le taux d'imposition sur les sociétés est 3 fois moins élevé qu'en France. Ça n'est pas normal. Et à mon avis, le gouvernement ferait bien de s'attaquer plus fortement contre cette évasion fiscale. Emmanuel Macron connaît des moments un peu difficiles. Il y a donc la démission de Nicolas Hulot. C'est moins important sans doute pour lui, mais enfin la démission de la ministre des Sports, Laura Flessel. Il y a cette question du prélèvement à la source. Il y a sa cote de popularité qui baisse considérablement, moins 10 points là, dans l'une des dernières enquêtes d'opinion. Il est à 31% de bonnes opinions. C'est
un peu moins bien que François Hollande au même stade de son quinquennat, il faisait 32%. Que se passe-t-il ? C'est vrai que Emmanuel Macron a été assez largement accueilli en France, en Europe et dans une partie du monde comme une espèce d'être quasi surnaturel. Il est en train de devenir un président ordinaire avec les difficultés ordinaires d'un président de la République ? Il est en train de se normaliser, en tout cas, de se banaliser. Il n'est plus en marche, il est en panne. Et je pense effectivement qu'il a un certain nombre de difficultés qui font qu'aujourd'hui, il n'est plus dans la même situation qu'il y a un an. C'est très clair. Et donc, il va devoir en rabattre un peu sur l'arrogance qui était encore la sienne il y a quelques mois. Tant mieux, d'ailleurs. Mais est-ce que tout de même, ce qui lui est reproché, c'est à la fois trop d'autorité et on lui reproche également d'avoir des petites phrases ou de dire des gros mots. Est-ce qu'on peut demander l'un et l'autre? Est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce qu'un président de la République, dans le fond, s'est enfermé dans un linceul ou comme un gisant? Est-ce qu'il n'a pas aussi droit de s'exprimer, de faire un peu de l'humour? Ou vous considérez qu'il doit rester dans cette position de la Ve République un peu gaulienne? Je dirais qu'on lui reproche deux choses. D'abord, effectivement, une pratique du pouvoir autoritaire et une forme de mépris, et notamment de mépris à l'égard des plus fragiles, des plus faibles, de ceux qui ont des difficultés, de ceux qui ne sont pas les gagnants de la mondialisation. Et puis par ailleurs, on lui reproche sur le fond, je crois, une politique qui est une politique injuste, qui frappe les classes moyennes et qui ne profite qu'à une toute petite partie de la population. Quand on voit quand même que les plus riches ont bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, ça a coûté 3,5 milliards d'euros aux finances publiques, alors que dans le même temps, les classes moyennes trinquent. Je pense que les Français ont quelques raisons d'être en colère. Je voudrais qu'on évoque un peu les élections européennes. C'est pas tout de suite, mais enfin, les partis commencent à tourner le regard vers cette échéance. Vous serez tête de liste pour les européennes, donc en mai prochain. Vous souhaitez que le débat porte sur 4 grands sujets: le travail, le service public, l'évasion fiscale et les réfugiés. À propos des réfugiés, vous nous avez dit il y a quelques jours, nous ne devons rien lâcher sur l'accueil des réfugiés. La question n'est pas de savoir s'il faudra en accueillir plus. La question est de savoir dans quelles conditions nous allons les accueillir. Quand vous voyez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, un peu partout, avec la très forte montée des partis populistes, voire nationalistes, est-ce que vous ne pensez pas que ce discours, plus que fataliste, volontariste sur l'accueil des réfugiés et des migrants, finalement favorise la progression de ces partis? Je pense que c'est l'inverse. Et vous pensez qu'en Allemagne, la politique d'Angela Merkel n'a pas favorisé la progression de l'AfD, par exemple? Non, je pense que nous souffrons au sein de l'Union européenne d'une absence de gestion à l'échelle de l'Europe de cette situation. L'Allemagne, en réalité, elle a accueilli en lieu et place de tous les autres. Et elle a accueilli beaucoup plus que tous les autres, parce que beaucoup d'autres se sont carapatés le rejet sur cette question-là. C'est la question de Frédéric. Ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il nous faut travailler à l'échelle européenne à un accueil qui soit équitablement réparti. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à une clé de répartition à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ne sont pas d'accord. Mais il faut aussi que les responsables politiques, a fortiori les responsables politiques de gauche, assument un discours d'accueil. Et je suis effaré de voir qu'un certain nombre de responsables politiques de gauche aujourd'hui ne disent rien sur ce sujet et font preuve d'une couardise qui est une couardise coupable. J'ai notamment vu qu'une ancienne dirigeante d'un parti de gauche allemand, Die Linke, est en train de fonder un mouvement anti-migrant. Aufstehen, qui veut dire debout en allemand. Anti-migrant, c'est peut-être beaucoup dire, mais un parti qui n'hésite pas à critiquer, en effet, la politique migratoire d'Angela Merkel. Et l'épouse d'Oscar Lafontaine Dans 20 ans, nous aurons honte de ce que nous avons été incapables de faire sur cette question des réfugiés. Donc je le dis très clairement, s'il y a un candidat dans cette campagne qui assumera un discours d'accueil et un discours d'accueil digne, ce sera moi. Et il n'est pas question de lâcher sur un sujet fondamental. Est-ce que vous êtes en train de dire il faut les accueillir quoi qu'il arrive, ou alors il faut les accueillir si on peut dignement les loger, les nourrir et leur donner du travail? C'est pas la même chose. La première, c'est qu'ils arriveront. Parce que, de fait, quand on fuit la guerre, la misère, on se débrouille pour arriver. Oui, donc la seule question, plus ou moins selon la politique du pays vers lequel ils se destinent. Aujourd'hui, la seule question qui se pose à nous, c'est comment on organise l'accueil et comment on fait en sorte que ceux qui arrivent
arrivent d'abord dans des conditions convenables, soient hébergés et ne dorment pas dehors, et deuxièmement, soient intégrés. Et je pense que nous ferions mieux de concentrer nos efforts là-dessus, plutôt que d'essayer de construire des frontières extérieures qui, de toute façon, sont en réalité des passoires. Les pays de l'Union européenne, depuis le début des années 2000, ont mis 15 milliards d'euros à essayer de construire des frontières extérieures qui n'ont pas fonctionné. Consacrons cet argent-là à faire de l'accueil et de l'accueil digne pour ces réfugiés. Merci Yann Brossard, c'est la fin de cette émission. Et pour la reprise, bon, on est un peu en mode diesel, mais on sera en pleine forme la semaine prochaine. Et on se retrouve mardi prochain. Merci à Camille Néran et merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée. À très vite. Merci.